Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de ce mercredi 10 mars. Distribution de repas par des associations, plan d'action des responsables politiques, la précarité étudiante inquiète. Dans cette édition, nous parlerons des opérations menées par l'association Élan-Cœur à Élancourt et des nouvelles mesures prévues par le conseil départemental. Nucléaire, je balise, c'est le nom de cette association qui milite actuellement pour obtenir l'installation d'une sonde de mesure de la radioactivité à Andrézy. Nous verrons les enjeux de ce dossier et nous évoquerons la sûreté nucléaire avec Maxime Morin de l'Institut de radioprotection dans le département. Et puis direction Buc également à la fin de ce journal pour découvrir le co-living, un mode de vie alliant espace privé et espace partagé. Comme je vous le disais en titre, la précarité étudiante est au cœur des préoccupations. C'est un phénomène qui a été accentué par la crise sanitaire. Une distribution de colis alimentaires a eu lieu à Élancourt aujourd'hui pour aider ces jeunes. C'est l'association Élan-Cœur qui est à l'origine. 200 colis alimentaires avec des produits de base, des pâtes, du lait, de l'huile, du sucre, des gâteaux ont été remis. L'association a financé l'intégralité des denrées. On écoute son président. C'est vraiment un plaisir pour nous et un honneur de venir en aide à ces étudiants qui sont l'avenir de notre pays, qui sont l'avenir de la société et on voulait vraiment faire les accompagner au-delà de l'aide alimentaire qu'on leur apporte. C'est vraiment leur dire que voilà, on est là, on fait société ensemble. C'est un message de solidarité qu'on leur apporte. Autre action pour lutter contre la précarité des étudiants, le département des Yvelines va investir plus d'1,2 million d'euros. En partenariat avec l'université Versailles-Saint-Quentin et le Crous de Versailles, des aides alimentaires vont être mises en place, mais aussi des aides financières. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Le département des Yvelines au chevet de ses étudiants à travers des mesures pour lutter contre la précarité. Des opérations d'aide alimentaire vont être mises en place. L'épicerie Agorae située à Guyancourt va devenir itinérante. L'IUT de Mantes-la-Jolie va pouvoir bénéficier du restaurant scolaire du collège de Gassicourt. Et le département va aussi compléter le repas à 1 € dans les Crous mis en place par l'État. C'est la prise en charge par le département de l'euro qui reste, qui n'est donc pas prise en charge par l'État. Donc nous allons faire ça avec le Crous, qui est le gestionnaire des restaurants universitaires. Les étudiants vont aussi bénéficier d'aides financières, une rémunération en échange d'un travail avec un partenaire ou à travers des dispositifs départementaux existants. Nous allons élargir à 500 le nombre d'emplois pour accompagner les seniors. Nous allons aussi favoriser cet emploi étudiant en les rémunérant pour faire du soutien scolaire auprès des enfants qui nous sont confiés. Et nous allons aussi créer une vingtaine de jobs pour aider les associations alimentaires. Ces mesures complètent les actions mises en œuvre par l'université Versailles-Saint-Quentin et le Crous de Versailles. On a aidé dans la première phase plus de 1000 étudiants. À peu près sur 18 000 étudiants. Et donc, on a fait une aide qui s'élève, je crois, sur toutes ces aides, autour de 260 000 €. Au total, le département des Yvelines va investir plus d'1 200 000 €. Actuellement, 8 étudiants sur 10 disent avoir subi des préjudices à cause de la crise sanitaire, d'après un sondage Odoxa Backbone. Avant d'entamer notre page sur la radioactivité et les actions pour la mesurer en France, une information. Le préavis de grève des cars Ourtoul a été levé ce matin. Une grève était prévue demain, jeudi 11 mars, mais un accord a été trouvé entre les partenaires sociaux et la direction des cars Ourtoul. Par conséquent, l'ensemble des lignes circuleront normalement ce jeudi 11 mars. Nous ouvrons donc cette page sur la radioactivité et ses instruments de mesure. Juste avant d'accueillir notre invité en plateau, Maxime Morin, qui travaille à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, situé en partie au Vésinet, l'association nucléaire Je balise, basée dans la vallée de Seine, au nord-est des Yvelines, milite pour implanter une sonde à Andrézy. L'objectif serait de mesurer de manière indépendante la radioactivité sur le territoire de l'Île-de-France. Un projet soutenu par la municipalité. Reportage de Nicolas Dandry et Mélanie Poquet.
Une sonde pour mesurer de manière indépendante la radioactivité, le projet qui pourrait voir le jour sur la commune d'Andrézy. C'est l'objectif de l'association yvelinoise Nucléaire Je Balise, un collectif d'une vingtaine de militants actifs co-créé par Gilles Cousin. La sonde, elle est pour toute l'Île-de-France. À partir du moment où elle sonne, c'est qu'il y a une pollution radioactive assez importante parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément d'installations en Île-de-France. Information et transparence sur la radioactivité, c'est tout l'enjeu autour de cette sonde. Les résultats seraient répertoriés et analysés par l'association CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Il existe des sondes officielles, mais ce sont des sondes donc, qui dépendent en grande partie de l'État, évidemment, de certains acteurs du nucléaire. Donc il nous semble important en démocratie qu'il y ait une autre source et évidemment une source indépendante d'information. Pour être accompagnée dans sa démarche, l'association a sollicité la municipalité. La commune trouve un intérêt dans ce projet. Une sensibilisation aux citoyens du risque environnemental qui malheureusement qui peut arriver tout le temps et des impacts on va dire industriels ou environnementaux. Le coût de l'achat et de l'installation de cet équipement atteint les 45 000 €. L'association a répondu à l'appel à projet dans le cadre du budget participatif de la région. Objectif, obtenir une subvention de 10 000 €. Le reste fera l'objet d'une campagne de financement citoyenne. Et pour continuer à parler de sûreté nucléaire, nous accueillons en plateau avec nous Maxime Morin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le rappelle, vous êtes le chef du laboratoire de surveillance de l'environnement par échantillonnage au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, on va dire l'IRSN. D'abord, que pensez-vous de ce que l'association nucléaire Je Balise vient de dire dans le reportage ? Vouloir des mesures indépendantes de celles de l'État en matière de radioactivité ? Alors effectivement, actuellement, la radioactivité est surveillée par un réseau qui est géré par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Mais après, chaque association ou collectivité locale peut décider effectivement d'installer d'autres sondes complémentaires et faire ses propres mesures. De toute façon, tous les résultats, notamment de cette surveillance, on va dire régalienne qui est assurée par l'IRSN, sont mis en ligne notamment sur Internet en temps réel. Et donc, c'est un réseau qui viendra de toute façon en complément si des associations veulent transmettre ces résultats. Alors, l'IRSN, l'institut où vous travaillez, est situé au Vésinet, en partie donc dans les Yvelines. Il est chargé de surveiller les risques liés à la radioactivité en France. Si je ne me trompe pas, 438 balises sont installées dans notre pays, mais aussi à l'étranger. Quelle est la radioactivité que l'on mesure, que l'on observe en France, et quel impact a-t-elle également ? Alors en fait, on n'a pas une seule valeur de la radioactivité en France, puisqu'il faut savoir qu'une grande partie de la radioactivité est due à des causes, on va dire, naturelles, notamment la radioactivité dite tellurique, qui est liée au sol, avec notamment du potassium 40, de l'uranium qui sont présents dans les sols, et également à ce qu'on appelle des cosmogéniques, c'est-à-dire des atomes, on va dire des isotopes qui sont formés dans l'atmosphère sous l'effet des rayonnements cosmiques. Donc, selon qu'on soit en montagne ou en plaine, selon qu'on soit sur des sols plus granitiques ou pas, on va avoir des variations de ce qu'on appelle le bruit de fond de la radioactivité en France, avec des valeurs qui varient de, on va dire, 60 nanosieverts par heure, donc nanosieverts par heure qui est l'unité de dose, pas toujours facile de s'y retrouver. En fait, de la radioactivité, voilà, d'accord. La radioactivité ambiante, on va dire, à des niveaux plus élevés, par exemple dans des zones comme Limoges ou la Bretagne sur le massif armoricain, où on a des valeurs plus élevées de bruit de fond, du fait notamment de cette radioactivité tellurique. Donc l'impact sur les gens, au quotidien, est-ce qu'il y a un réel impact de cette radioactivité que vous dites de bruit de fond ? Alors, cette radioactivité de bruit de fond, en fait, tout ce qui est autour de nous est radioactif. Donc, notre alimentation est radioactive, notre conjoint est radioactif. C'est rassurant. Ah ouais, tout à fait. C'est pas pour ça que c'est dangereux. C'est-à-dire que les doses qui sont mises en jeu sont relativement faibles. Donc, l'IRSN fait une évaluation de la dose moyenne des Français qui intègre les examens médicaux éventuellement réalisés, qui peuvent être fortement dosants, comme par exemple certains types de scanners, ou des radiothérapies dans le cadre du traitement des cancers, mais également de ces composantes naturelles. On a un impact aussi sur des choses qu'on connaît un petit peu moins, mais par exemple le tabagisme, puisque lorsqu'on fume, on va inhaler des radionucléides. Lorsqu'on va consommer des fruits de mer, puisque les fruits de mer vont avoir tendance à filtrer le plancton qui lui-même est un petit peu plus radioactif. Donc, on va avoir en fonction de chaque Français une exposition qui va varier, mais qui n'est pas dangereuse pour la santé.
Alors, 25 sondes Téléray, comme celle que veut implanter l'association, sont installées en Île-de-France et sont gérées par l'IRSN. Leurs données sont mises en ligne, vous l'avez dit tout à l'heure, en temps réel chaque jour et sont accessibles au public sur le site téléray.irsn.fr que vous voyez s'afficher. Un autre site plus simple regroupe l'entièreté des données de l'IRSN que vous voyez également s'afficher en bas de votre écran. Pourquoi mettre en ligne ces données ? Est-ce que c'est dans un objectif de transparence justement de l'État et de l'IRSN ? Oui, tout à fait. Alors, on a deux types de mesures. Ces sondes Téléray, c'est vraiment notre réseau d'alerte. Donc c'est vraiment la colonne, la moelle épinière, on va dire, du système de surveillance. C'est-à-dire qu'on va avoir une mesure toutes les 10 minutes sur toutes ces sondes, c'est 440 sondes, y compris outre-mer, qui vont nous donner une photographie toutes les 10 minutes de la radioactivité sur le territoire français. Donc qui va nous permettre de lancer l'alerte si à un moment on voit une élévation. Après, on va réaliser aussi, pour comprendre la radioactivité, des prélèvements. Et donc ces prélèvements, ils vont être analysés en laboratoire, c'est un petit peu plus long. Et donc on avait besoin, via ce réseau Téléray, de donner ces renseignements en temps réel aux citoyens et en parallèle de déverser les résultats de mesure sur des temps qui peuvent être un peu plus longs. Alors pourquoi cette transparence ? D'une part, parce que aujourd'hui, on a besoin d'informer le citoyen sur la radioactivité, c'est une attente légitime des citoyens. Ensuite, parce que le législateur lui-même a fait évoluer au fil des années la réglementation, et aujourd'hui, on a des attentes fortes, non seulement des citoyens, mais également des pouvoirs publics en matière de transparence et de mise à disposition des résultats de radioactivité dans l'environnement. Donc l'idée de ces deux sites internet, c'était vraiment de rendre accessible à tous ces mesures de radioactivité. On va s'éloigner un peu des Yvelines maintenant, mais deux actualités ont fait parler de la radioactivité récemment. D'abord du césium-137, donc une partie, donc c'est un composant radioactif qui a été détecté à la suite d'un passage du nuage de sable provenant du Sahara. C'était début février, et ce donc de la région lyonnaise jusqu'en Normandie, donc quand même une grande zone en France. Ces particules auraient des effets minimes sur la santé. L'IRSN a lui aussi détecté une présence plus élevée que la moyenne de ce césium-137 à cette période. Doit-on s'habituer à ce genre de phénomène qui est finalement une conséquence du passé, puisque ces particules remonteraient à des essais nucléaires, donc datant des années 60 dans le Sahara ? Alors, on y est déjà habitué, puisqu'en fait, lors des épisodes de vents sahariens précédents, il y en a assez régulièrement, on avait déjà ces traces de césium. Donc là, ça revient, parce qu'effectivement, on a eu un épisode de grande ampleur. On a vu des photos un peu spectaculaires à Strasbourg, avec des reflets un peu orangés, etc. C'était jaune, c'est donc, sûr. C'est rare que ça remonte aussi haut. En revanche, c'est assez fréquent qu'on voit ces épisodes et qu'on puisse détecter de la radioactivité. Alors pourquoi ? Puisqu'en fait, il y a eu des essais nucléaires atmosphériques réalisés dans le Sahara dans les années 60. C'est les tout premiers essais nucléaires français. Alors il faut savoir qu'il y a eu 4 essais réalisés dits atmosphériques, c'est-à-dire à l'air libre dans le Sahara, et qu'à l'époque, jusqu'au début des années 60, les Américains et Soviétiques en ont réalisé 220. Donc en fait, dans tout l'hémisphère nord, on retrouve ce césium qui va être remobilisé lors de ces épisodes de vents sahariens, à des niveaux qui restent extrêmement faibles, c'est vraiment des niveaux de traces. Donc on peut détecter une augmentation lorsqu'on a des moyens de prélèvement et des moyens de mesure qui sont suffisamment puissants, mais en pratique, même avec cette élévation, on reste quand même très très bas en termes de radioactivité. On est autour de 1, dans ces épisodes-là, de 1 micro-becquerel par mètre cube, donc c'est-à-dire 10-6 becquerels par mètre cube, donc des niveaux qui sont extrêmement faibles, notamment comparés à des niveaux de radioactivité naturelle. L'autre actualité récente, la quasi-totalité des Polynésiens auraient été exposés à la radioactivité lors de l'essai français Centaure en 1974, selon une enquête du média d'investigation en ligne Disclose, qui est sortie hier. Au total, cela représenterait 110 000 personnes. À l'époque, l'État français n'avait pas alerté la population. Est-ce possible de redécouvrir un pareil phénomène d'ici quelques années ? Alors, il y a eu en Polynésie 41 essais nucléaires qui ont été réalisés atmosphériques. La plupart des essais sont dits souterrains, puisqu'ils ont été réalisés dans des puits qui étaient forés dans les atolls. En pratique, l'IRSN met en place une surveillance de l'environnement sur la Polynésie, qui va non seulement comprendre une surveillance des sols, une surveillance des denrées qui sont consommées par les Polynésiens, aussi bien des légumes que des boissons, etc. Et puis on va avoir une surveillance de l'air également qui est réalisée. On a un laboratoire de l'IRSN qui est basé depuis les années 60 en Polynésie, à Vairao en l'occurrence. Alors il a changé d'emplacement, mais aujourd'hui il est à Vairao, avec un certain nombre d'analyses. Et donc on fait une estimation, qui a régulièrement des rapports qui sont produits par l'IRSN sur l'estimation de la dose vis-à-vis des Polynésiens. Donc aujourd'hui, on a une dose qui est imputable à la radioactivité artificielle en Polynésie, qui représente 1/1000 de la radioactivité naturelle. Donc c'est comme ça que l'IRSN assure cette surveillance-là. Alors, on ne fait pas de surveillance au niveau des atolls eux-mêmes où ces essais ont été réalisés, mais on fait une surveillance de l'environnement
à la fois sur la chaîne alimentaire et sur tout ce qui est production agricole en Polynésie, mais également au niveau des sols, pour les retombées des essais. Merci Maxime Morin pour toutes ces précisions et d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, à Saint-Quentin, en Yvelines, l'école Estaca forme des ingénieurs dans tous les domaines. L'un d'eux, c'est la filière spatiale. Présentation de cette formation qui ne forme pas que des astronautes. Sur les images d'Astrid Bergère et Mélanie Poquet. Quand on pense au spatial, on pense souvent aux astronautes, mais la filière regorge de différents métiers. À l'école d'ingénieurs l'Estaca, située en partie à Saint-Quentin en Yvelines, professeurs et étudiants tentent de faire connaître la filière au plus grand nombre. C'est une filière qui était censée donc se développer à partir de la filière aéronautique, donc qui concernait un nombre limité d'étudiants. De plus en plus d'étudiants veulent y travailler, d'une part parce que ça passionne beaucoup de monde. Et puis deuxièmement, il y a quand même de plus en plus de demandes et de besoins également dans l'industrie. Dans cette formation, on y rentre avec déjà un bac+3 qui peut s'effectuer au sein de l'école d'ingénieurs, puis 2 ans pour comprendre et apprendre ce qui se trame dans l'organisation d'une mission spatiale, mais aussi surtout ceux qui y contribuent. Astronaute, j'aime bien cette image, je l'ai déjà employée, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit en premier. Par contre, il y a beaucoup de travail de fond derrière pour arriver à faire une mission spatiale et qui fait travailler énormément de personnes, des scientifiques, des ingénieurs. Parmi les étudiants de la filière spatiale de l'Estaca, Manon Bordeaux, en 4e année. Son rêve, travailler sur la propulsion des fusées. Son ambition, devenir ingénieur d'essais moteurs au sein d'un grand groupe spatial. Je trouve ça merveilleux de pouvoir travailler dans ce domaine-là et de lancer des hommes, des femmes qui pourront accomplir leur rêve d'aller dans l'espace. Et déjà, rien que voir sa fusée décoller, c'est un accomplissement de tout le projet, de tout le travail qu'on a fait dessus. Donc c'est déjà magnifique. À l'Estaca, plus de 2000 étudiants sont formés chaque année aux différents métiers de l'ingénierie. Pour Manon Bordeaux, comme pour Didier Gignac, l'avenir de la filière spatiale est assuré. La conquête spatiale ne fait que commencer. C'est un concept originaire de la côte ouest des États-Unis que nous allons vous présenter à présent. Le co-living est de plus en plus fréquent en France. Ce mode de vie alliant espace privé et espace partagé offre aux colocataires des services plus variés, se rapprochant de ceux d'un hôtel. À Buc, un ancien hôtel justement a été réaménagé. Les précisions de Bichente Mérien Santisteban et Mélanie Poquet. Ils sont arrivés la semaine dernière mais se sentent déjà comme chez eux. Dans cet ancien hôtel de Buc transformé en établissement de co-living, une dizaine de jeunes et professionnels en déplacement se partagent désormais l'espace. Je viens seulement pour 6 mois. C'était assez idéal de se dire qu'on puisse arriver avec sa valise, se poser, repartir quand on veut et par le même biais pouvoir faire des connaissances, des amis, avoir un peu de la vie autour de nous. C'est plus l'idée de rencontrer des jeunes comme moi, jeunes débutants. Et aussi faire des amis. 3 étages aménagés en 21 chambres pour les occupants, avec cuisine, salle à manger et un espace coworking. Pour Christophe Dulon, propriétaire des lieux, cette reconversion est le fruit d'une évolution sociétale. Avec les nouveaux modes de fonctionnement qui sont actuels mais qui vont perdurer, il y aurait moins de déplacements, moins de formation, beaucoup plus de choses qui se font en télétravail ou en formation à distance. Et donc les déplacements d'affaires, à mon avis, vont souffrir. Une entreprise spécialisée en co-living a été engagée. Elle accompagne les investisseurs autour des travaux à réaliser jusqu'à la gestion des locataires. On est quand même sur des gens qui sont principalement des jeunes actifs, qui ne sont pas forcément de la région à la base, qui viennent dans des régions où ils déménagent pour des raisons principalement professionnelles. Et donc du coup, c'est les aider à s'intégrer, à rencontrer du monde, à leur offrir aussi un espace confortable et une démarche aussi simplifiée dans la partie administrative. C'est le plus gros espace géré par la société, bien que ce mode de colocation XXL soit de plus en plus courant. Pour les loyers, ils vont de 680 € par mois à 800 € pour les grandes suites avec salle de bain, toilettes et kitchenette. Pour refermer ce journal, direction Vélizy, Villacoublay, L'Onde Théâtre Centre d'Art présente une exposition en extérieur dans la ville, mais aussi à l'intérieur de l'hôtel de ville. 27 jeunes de la commune sont mis à l'honneur à travers des portraits. Justine Brasier et Astrid Bergère.
27 portraits de jeunes habitants de Vélizy sont exposés dans la commune et à l'hôtel de ville depuis le 12 février. C'est l'Onde Théâtre Centre d'Art qui est à l'origine de cette exposition, aidée par un photographe et une graphiste. L'objectif, c'est de mettre en avant à un moment tout l'intérêt que nous portons à cette jeunesse qui aujourd'hui plus que jamais est touchée par la situation sanitaire, touchée dans ses études, touchée dans ses relations amicales, touchée dans ses relations sociales. Arnaud Vareille, le photographe, a passé 5 ou 6 semaines à immortaliser ces jeunes à travers ces clichés. Moi, j'ai trouvé que c'était important d'inscrire l'onde dans le portrait. Donc j'ai fait des cadrages assez larges, avec l'idée que le décor avait son importance dans l'image, et racontait aussi son histoire, la relation du jeune à l'onde. Et en même temps, comme c'est la jeunesse, je pense que c'était important pour moi d'avoir les jeunes en pied, c'est-à-dire en fait que la posture ait son importance dans l'image aussi. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des cadrages assez larges. Pour cette exposition, le photographe a travaillé avec Annette Lenz, une graphiste. On a travaillé chacun de notre côté, mais en se coordonnant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon travail de portrait avec les jeunes et j'ai donné à Annette le corpus d'images terminé et retouché, mais avec des cadrages suffisamment larges pour qu'elle puisse intervenir à son tour. Elle a construit un décor avec les lettres qu'elle a imaginées avec le prénom des jeunes qu'on a photographiés. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Et franchement, moi, je suis assez content du résultat. Voilà. L'exposition sera visible dans le hall de la mairie de Vélizy-Villacoublay jusqu'au 30 avril. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée.